Bonjour, je m'appelle Lali et dans le cadre de la série Lire pour la liberté, je vous présente aujourd'hui le livre La Servante écarlate, écrit par Margaret Atwood en 1985. Margaret Atwood est une écrivaine canadienne née en 1939 à Ottawa. Elle est l'une des figures majeures de la littérature anglophone contemporaine, romancière, poétesse, essayiste et critique. Elle s'est faite connaître par une œuvre à la fois intellectuelle, politique et profondément humaine, qui interroge sans relâche le pouvoir, la condition des femmes et la liberté et l'environnement. Margaret Atwood a grandi au cœur de la nature canadienne, ce qui a nourri son engagement écologique. Après des études de littérature à Toronto et à Harvard, elle publie dès les années 1960 des œuvres sur la domination, la survie et l'identité. Humaniste avant tout, elle défend la liberté d'expression, les droits des femmes et la lutte contre la censure et l'injustice environnementale. Avec La Servante écarlate, elle rappelle que rien n'est inventé. Son but est de prévenir les dérives plutôt que de les condamner. J'aimerais vous faire part de 3 extraits de mon choix. Le premier s'intitule La nouvelle réalité et la perte de l'identité. Cet extrait, tiré du début du roman, établit l'atmosphère de surveillance et décrit la transformation de la vie des servantes, soulignant la perte de tout ce qui était auparavant considéré comme normal. Commençons. Nous vivions dans ce qui avait été le gymnase. Les lits étaient alignés, simples dans un dortoir. C'était une pièce vaste, avec un plancher, un bois poli et les lignes tracées pour les jeux qui nous rappelaient ce qui avait été. Nous étions surveillés même la nuit. Les anges, ces jeunes hommes armés, patrouillaient à l'extérieur et les tantes à l'intérieur, veillaient à ce que nous restions dans le silence et l'obéissance. Nous avions appris à ne pas chuchoter, à ne pas nous toucher. Le contact était dangereux. Il pouvait mener à la complicité, au sentiment. Nos vêtements étaient notre nouveau langage. La robe rouge ample couvrait tout, effaçait les formes, nous réduisait à une fonction. Le blanc de nos coiffes, ces ailes qui encadraient notre visage, nous empêchaient de voir clairement, surtout sur les côtés. Nous étions privés de la vision périphérique, cette petite liberté de regarder furtivement. Nous devions regarder droit devant ou vers le bas. Je me souviens des miroirs. Ils avaient été enlevés ou recouverts. Il n'y avait plus de surface réfléchissante, plus le moyen de vérifier son existence, de se rassurer sur qui l'on était. Nous étions des réceptacles, des vases, des outils. Mon nom n'était plus mon nom. J'étais de Fred, la propriété de Fred. Ce nom, une marque d'appartenance, était une insulte permanente à la mémoire de la personne que j'avais été. Je marchais dans les rues, le panier à la main, et chaque pas était une méditation sur l'absence. L'absence de ma fille, l'absence de Luc, l'absence de mon travail, l'absence de la lecture. Les mots autrefois si abondants étaient devenus rares, dangereux. Les enseignes étaient remplacées par des images, les livres étaient brûlés. On nous avait volé la capacité de nommer le monde. Et sans les mots, comment pouvions-nous penser la liberté ? La peur était devenue l'air que nous respirions, une brume épaisse qui enveloppait tout. Même les fleurs du jardin de Serena Joy. Et pourtant, au fond de moi, il y avait toujours cette petite étincelle de mémoire, ce murmure têtu qui disait « ceci n'est pas la réalité ». J'ai choisi cet extrait car il est essentiel pour comprendre l'oppression de Gilead, la perte d'identité et la surveillance. Il montre que la mémoire est le premier acte de résistance de Fred. Le deuxième extrait s'intitule « Le rituel et la cérémonie ». Le passage décrit la cérémonie, le moment mensuel où la servante écarlate est censée concevoir un enfant avec le commandant. Un acte qui symbolise la déshumanisation et l'instrumentalisation du corps féminin par le régime de Gilead. Commençons. La cérémonie avait lieu une fois par mois à la période de mon ovulation supposée. C'était un rituel froid, une parodie d'intimité, dépourvue de toute émotion et de tout désir. Nous étions tous les trois dans la chambre, le commandant, Serena Joy et moi. Serena Joy était assise, sa tête appuyée contre le dossier du lit, son visage figé dans une expression de résignation et de mépris. Elle tenait mes mains, c'était la règle. Elle devait être là, symboliquement présente, pour que l'acte soit légitime, pour qu'il ne soit pas considéré comme de l'adultère. Le commandant lisait un passage de la Bible, toujours le même,
sur Rachel et Jacob, sur la nécessité de la progéniture. Sa voix était monotone, sans conviction, il n'y avait rien de sacré dans cette pièce, seulement l'odeur du désinfectant et de la vieille étoffe. J'étais allongée sur le lit, ma robe rouge remontée. Je devais rester immobile, passive. Je n'étais qu'un ventre, un instrument biologique. Mon corps n'était plus le mien. Il était une ressource nationale, un bien commun. Pendant ces minutes, j'essayais de m'échapper, de me réfugier dans mon esprit. Je pensais à des choses insignifiantes, la texture du drap, la forme d'une tache sur le plafond, la liste des courses. Je m'efforçais de ne pas être là, de me dissocier de cette enveloppe charnelle qui subissait l'humiliation. Je me disais que ce n'était pas moi, que la vraie moi était cachée quelque part, en sécurité inaccessible. Serena Joy me serrait les mains avec une force excessive, une tension qui n'était pas du soutien mais de la colère contenue. Je sentais son ressentiment, sa jalousie amère pour la fertilité, pour ce rôle qu'elle ne pouvait plus jouer. Nous étions deux femmes piégées dans cette pièce, l'une par son statut, l'autre par sa stérilité. Toutes deux victimes d'un système qui nous réduisait à nos fonctions utérines. Quand ce fut fini, le commandant se retira en silence. Serena Joy me lâcha brutalement. Il n'y avait pas d'échange de mots, pas de regard, seulement le silence lourd, la honte partagée et l'attente du miracle ou de l'échec qui déterminait mon avenir. J'ai choisi ce passage car il est crucial, car il illustre l'instrumentalisation du corps féminin. Il montre comment De Fred utilise la dissociation mentale pour survivre à cette humiliation et révèle la complexité des relations entre les femmes sous ce régime. Pour ce dernier extrait, j'aimerais vous faire part de la force et de la mémoire de l'espoir. Ce troisième extrait explore le monde intérieur de Fred, sa résistance à travers la mémoire de son ancienne vie et sa fascination pour les petits actes de rébellion ou les signes d'humanité. Je me tenais devant la fenêtre, regardant le jardin, les tulipes d'un rouge sang. Elles étaient belles, mais leur beauté était stérile, contrôlée. Je me demandais si elles se souvenaient de ce qu'elles étaient avant, quand elles n'étaient pas si parfaitement alignées. C'est ce que nous faisions, nous nous accrochions aux souvenirs, aux fragments de l'avant, comme des naufragés à des morceaux de bois. Je me souvenais de Luc, de la façon dont il riait, de la sensation de sa main sur ma peau. Ces souvenirs étaient ma monnaie, ma richesse cachée. Ils étaient illégaux, bien sûr. Le passé était interdit, effacé et réécrit. Mais ils étaient là, gravés dans ma chair et personne ne pouvait me les prendre, pas même les tantes, pas même le commandant. La nuit, quand le silence était total, je pratiquais la résistance la plus simple. Je racontais mes histoires. Je me racontais ma vie dans l'ordre pour ne pas l'oublier. Je me disais que tant que je pouvais raconter, j'existais. C'était ma prière secrète, ma façon de maintenir une petite enclave de liberté dans l'immense prison de mon esprit. Je pensais aux mots, les mots étaient des armes, des talismans. J'avais vu le mot gravé dans le placard, Nolit te bastardes carborudorum. Cela ne voulait rien dire, de sensé. C'était du faux latin, mais c'était un message, un signe de vie, une preuve qu'une autre servante avait été là, qu'elle avait résisté. Ce mot était devenu mon mantra, ma petite étincelle d'espoir. Si elle avait pu laisser cette trace, alors je pouvais survivre aussi. La liberté, je savais ce que c'était. C'était la possibilité de choisir, même la plus petite des choses. La couleur du savon, l'heure du coucher, le livre à lire. Maintenant, la liberté n'était plus qu'un mot, vide. Une abstraction dangereuse, mais je m'accrochais à l'idée qu'un jour, peut-être, ce mot retrouverait son poids, sa substance. Je devais survivre pour ce jour. Je devais être un témoin. C'était ma seule mission, ma seule forme de rébellion active. Ne pas oublier, ne pas se laisser réduire en silence.
J'ai sélectionné ce dernier extrait pour montrer la résilience intérieure, la mémoire et le langage sont ces outils de survie. Et la phrase au latin symbolise la solidarité cachée et l'espoir d'une liberté future. J'en conclus que La Servante écarlate est une œuvre essentielle car elle interroge avec force la notion de la liberté et des dangers de sa perte. À travers la société totalitaire de Gilead, Margaret Atwood elle montre comment le pouvoir peut asservir les individus, surtout les femmes, en contrôlant leur corps et leurs paroles. Le roman dénonce les dérives du fanatisme politique et religieux, mais aussi la fragilité des droits acquis. Par son écriture lucide et engagée, Margaret Atwood invite le lecteur à rester vigilant face aux menaces qui pèsent sur la liberté, l'égalité et la dignité humaine. L'intérêt de l'œuvre réside ainsi dans sa portée universelle et intemporelle. Elle n'est pas seulement une fiction, mais un avertissement adressé à toute société tentée par l'autoritarisme et l'oubli de ses valeurs fondamentales. Je vous remercie pour votre écoute.